Je vous ai parlé des ravages du féminisme. En tout cas, je l'ai évoqué dans l'affaire des droits sexuels et la façon qu'ont les autorités maintenant de mettre du féminin, du masculin partout. Ça ne touche pas que l'école et l'éducation, ça ne touche pas que l'administration, ça touche également le savoir, l'histoire. Avec Claire, on est allé voir une exposition aux archives de Paris qui s'appelle « Présumé coupable ». Présumé, E-E-S, coupable. Ça méritait le déplacement. Tu peux nous raconter ? Oui, donc c'est une exposition donc aux archives de Paris, c'est-à-dire qu'ils nous proposaient des archives, c'est-à-dire véritablement ils avaient sorti de leurs archives, on nous exposait des documents et je vais vous lire la présentation de l'exposition, hein, ce qu'on pouvait trouver sur le petit les affiches et quand on va et ce qui a justifié, ce qui a justifié qu'on se déplace à Paris voilà, pour aller la voir. On s'est dit on doit aller voir ça. Donc c'était restituer la voix des femmes à travers les pièces des procédures de la fin du Moyen-Âge au XXe siècle. Telle est l'ambition de cette grande exposition. Plus de 320 procès-verbaux d'interrogatoire qui sont parfois les seules traces écrites de destinées fragiles qui nous livrent des propos tenus par des femmes confrontées aux juges qui les questionnent. Hein, je vous passe. Et en regard de ces mots restitués, un environnement iconographique particulièrement foisonnement viendra à rappeler à quel point l'image véhiculée et accentuée l'image véhicule et accentue les stéréotypes dans l'imaginaire social à travers notamment l'estampe, le livre illustré, la presse illustrée, la photographie, confronter archives judiciaires et représentation sociale de la femme dangereuse est aussi un des buts de cette exposition. Donc nous, on s'est quand même un peu demandé ce que ça pouvait être, ces représentations sociales, cet imaginaire des stéréotypes. Et donc l'exposition, elle est construite sur 5 archétypes à travers le temps. Et donc on va passer comme ça de 5 archétypes, ce qui fait qu'on va faire des bonds dans le temps. On va nous présenter la sorcière, donc fin du Moyen-Âge, le tout début de l'époque moderne, l'empoisonneuse, l'infanticide, c'est-à-dire la femme qui tue son tout jeune bébé qu'elle vient de mettre au monde dans les heures, les jours qui suivent, la pétroleuse, c'est-à-dire l'anarchiste de la fin du 19e, du début du 20e, et les femmes tondues à la libération. Voilà. Donc on se baladait, il y avait des codes couleurs, et on suivait ces cinq archétypes. Alors ce que je voudrais dire, c'est que le titre même de l'exposition a l'air totalement orienté. En général, un accusé est présumé innocent. Là, appeler cette exposition présumée coupable, ça veut dire qu'on va nous présenter de différents procès dans lesquels les femmes ont été jugées avec des a priori défavorables contre elles. C'est à peu près ce que veut nous dire c'est ce que nous dit ce titre, et c'est en ça que nous avons l'impression, rien qu'en voyant l'intitulé de l'exposition, que ça va être un parti pris féministe. Eh ben, on va pas être déçus. C'était assez impressionnant. Donc, ils avaient sorti, par exemple pour les 3 premières périodes, des livres, des registres absolument évidemment illisibles parce que mal écrits, parce que écrits en latin ou en ancien. Oui, il faut faire de la paléographie pour comprendre. Voilà, exactement. Qui étaient présentés sous verre, donc ça se reflétait. En fait, on ne pouvait pas lire. Et il y avait un petit liseré rouge transparent qui mettait une phrase, donc une phrase sortie de son contexte, et celle-ci était répétée sur un tableau, c'était comme une télévision. C'est-à-dire que plutôt qu'il n'y avait aucun procès en entier, on prenait comme ça de part et d'autre des phrases et on nous les mettait. Alors ça faisait Jeannette, machin, à tel endroit, 25 ans, accusée de sorcellerie, et une phrase du procès sur des registres comme ça. On ne connaît pas le contexte. On ne connaît pas le contexte, on ne sait pas. Et avec tout des représentations de femmes, alors en plus des trucs complètement stupides, style des représentations du 19e et du 20e siècle, des sorcières du 16e. Vous voyez, alors on ne sait pas, est-ce qu'on est en train de parler des procès, est-ce qu'on est en train de parler de la représentation de la sorcière dans l'iconographie du 20e siècle. Enfin, c'était complètement mélangé. Et aucune autre réflexion sur ces femmes ont été accusées de sorcellerie parce qu'elles étaient des femmes. Ah bon ? Elles ont peut-être été accusées de sorcellerie parce qu'elles étaient des sorcières. En fait, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas. On ne saura pas. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir prendre des procès et voir des histoires dans lesquelles, de toute évidence, ces filles n'étaient pas des sorcières et elles ont été accusées par ou des gens qui voulaient récupérer un héritage, comme on l'avait vu avec il y en a eu, l'histoire, tu sais, Conrad de Marbourg. Là, c'est bien avant, mais l'inquisiteur allemand qui avait une fille était venue le voir, et alors là, ils avaient accusé toute sa famille. C'est-à-dire que là, c'est une jeune fille qui vient accuser toute sa famille d'être des hérétiques, là, dans ce cas présent, et il les arrête et elle récupère l'héritage. Donc voilà. Est-ce qu'on est face
Ah, donc là, on est sur une jeune fille qui est plutôt coupable de méchanceté et de tout voilà, ce qu'on veut. Quels sont les différents types de procès? Donc, est-ce qu'il y a eu des procès où elles étaient coupables, des procès où elles n'étaient pas coupables, des procès où... Enfin, on ne sait pas, parce que de toute façon, c'est ça qui est très marrant dans l'exposition. Vous avez toute la première partie, c'est la sorcellerie, ça n'existe pas. C'est-à-dire, personne, le diable n'existe pas, on ne va pas faire des pactes avec le diable et tout et tout. Donc, la sorcellerie n'existe pas, et quand on arrive à la fin de... Donc la sorcellerie n'existe pas, donc la sorcière, celle qui est accusée de sorcellerie, est forcément accusée à mauvais escient. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est très marrant dans l'exposition, c'est qu'ensuite on arrive sur, en France, l'ordonnance du 25 avril 1672 qui fait que Louis XIV et le Parlement donc interdisent les procès en sorcellerie. Il n'y aura plus de crimes de sorcellerie, on ne pourra plus instruire, la sorcellerie n'existe plus, n'est plus condamnée pénalement. Voilà, on entre enfin dans l'ère de la modernité. Donc c'est le 25 avril, et le 8 août, une semaine après la mort de, comment il s'appelait, l'amant de la Brinvilliers, commence et s'ouvre, voilà, Bigot de Sainte-Croix, commence et s'ouvre ce qu'on va appeler l'affaire des poisons, c'est-à-dire la plus grande histoire connue judiciairement d'un réseau européen d'empoisonneuses, d'avorteuses, d'infanticides, de filles qui fabriquaient des poisons, des filtres. Qui faisaient de la sorcellerie. Voilà. Qui faisait de la sorcellerie, qui faisait de la magie noire. Donc, petit retour en arrière, les procès en sorcellerie, il est absolument indéniable qu'énormément d'innocents ont été sacrifiés au cours de procès iniques. Est-ce qu'elles ont été sacrifiées parce que c'était effectivement majoritairement des femmes, uniquement parce qu'elles étaient des femmes, ou parce qu'elles étaient des sorcières, ou parce qu'il y avait de l'argent à récupérer? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait de source sûre, c'est que dès l'instant où le roi, convaincu par les rapports de Colbert, a interdit de faire des procès en sorcellerie, éclate au grand jour des affaires absolument abominables de messe noire, c'est-à-dire authentiquement de sorcellerie. Que l'invocation du diable soit authentique ou simulée, on s'en fiche. Effectivement, éclatent d'abominables affaires d'empoisonnement et de sorcellerie, contre lesquelles les juges vont être démunis, puisqu'on n'a plus le droit de poursuivre pour sorcellerie. Alors on va poursuivre pour quoi? Et l'affaire des poisons commence. Et voilà. Et donc du coup, dans les archétypes, on a la sorcière et ensuite l'empoisonneuse. Enfin, il me semble quand même que c'est un peu deux mots différents pour apparemment le même type de crime. Et ensuite viendra l'infanticide, qui était très très important dans les affaires. Alors eux, ils ne font jamais le lien, mais qui était très important dans les affaires de sorcières, qu'on accusait souvent d'avoir tué des bébés, tué leurs bébés et utiliser la poudre, on appelle ça de la poudre d'enfant, pour faire de la magie. C'est-à-dire qu'au croisement de l'empoisonneuse et de l'infanticide, il y a la sorcière. Et ces affaires ont bel et bien existé. On a effectivement des témoignages, et on trouve ça dans les rapports de police durant l'affaire des poisons. Il y a effectivement des bébés qui ont été sacrifiés. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune question historique, il n'y a aucune mise en perspective historique pour voir voilà. quelle était la réalité qui était derrière ces procès. Exactement. Voilà. C'est présenter la femme qui est poursuivie pour sorcellerie ou pour poison ou pour infanticide comme a priori une innocente injustement poursuivie. Ben non. Voilà. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est même beaucoup plus compliqué que ça. Donc en fait, on n'apprend rien, c'est complètement de la propagande. Alors après, on arrive à la période contemporaine, à savoir les pétroleuses, les anarchistes. Et il y a plusieurs panneaux qui sont dédiés à Germaine Berton, d'accord. Donc Germaine Berton, donc je m'y arrête parce que l'exposition s'y arrête. Le 22 janvier 1923, elle assassine le secrétaire de la Ligue de l'Action française, Marius Plateau, d'un coup de revolver au siège de l'Action française. Donc en fait, elle est arrivée, elle voulait s'en prendre à un dirigeant bien connu. Alors elle pensait avoir ou Charles Maurras ou Léon Daudet, et comme ils étaient absents, elle a tué son Marius Plateau, qui était père de famille. Je crois qu'il avait des enfants. Et voilà. Et donc ensuite, elle a essayé de se suicider. Elle a été arrêtée. Elle a reconnu les faits. De toute façon, il y avait tous les témoins. On a retrouvé l'arme du crime. Et alors,
et on nous déclare qu'elle avait voulu se venger de l'assassinat de Jean Jaurès, protester contre l'occupation de la Ruhr, je ne sais pas trop ce que l'Action française avait là-dedans, mais c'est pas grave, et voilà, son procès fut très médiatisé, elle a été défendue par Henri Torres, et elle fut acquittée le 24 décembre 1923. Elle n'était pas présumée coupable alors, elle était Non, plutôt voilà. présumée innocente celle-là. Voilà. Et Il elle me a semble été qu'elle rentre pas acquittée. dans le... Alors, moi, j'avais jamais entendu parler de cette affaire parce que voilà, je me suis surtout intéressée à l'histoire ancienne et à l'histoire médiévale, donc c'est vrai que le 19e, j'ai des lacunes. Et puis là c'est le 20e. En plus, les 20e, pardon, oui, c'est, on va dire, oui. Oui, enfin j'ai les mêmes lacunes. La contemporaine, parce que c'est comme ça qu'on dit, j'ai des lacunes. Donc du coup, je rentre et je commence un peu à m'intéresser à cette histoire, là, cette anarchiste, cette pétroleuse et tout. Donc alors déjà, Jaurès a été assassiné par Raoul Villain, ou Villain, parce qu'il y a deux L. Ouais, Villain, qui n'était pas un monarchiste. C'est-à-dire qu'il faisait partie du Sillon, qui était une association catholique qui a été condamnée par Pidis parce qu'ils étaient trop modernistes. Et il voulait faire, de gauche, voilà, catholique de gauche, il ne rejetait pas la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, de la laïcité. Et il a fait aussi partie d'une association qui était la Ligue des jeunes amis de l'Alsace-Lorraine, qui étaient des nationalistes et qui militaient évidemment avant la Première Guerre mondiale pour qu'on nous rende l'Alsace-Lorraine. Donc rien à voir avec l'Action française. Aucun rapport avec l'Action française. Donc voilà. Et ensuite, cette Germaine Berton a été défendue par Henri Torres, qui était un avocat très connu de l'époque, vraiment un ténor du barreau. C'était un juif franc-maçon très populaire à l'époque dans ces milieux-là. Et alors, c'est quand même fou parce que la fiche Wikipédia dit elle a été acquittée de la même manière que le fameux assassin de Jaurès a été acquitté. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, comme l'autre il a été acquitté, On peut l'acquitter. Alors que Donnant, un partout. voilà, c'est ça. Alors que les deux m'outrent personnellement. Je veux dire que deux assassins qui ont été acquittés, c'est 2 fois pas normal. Voilà, exactement ça. Et alors, c'est encore mieux, la fiche Wikipédia, elle ose dire, c'est quand même génial, que Marius Plateau, visiblement, a agressé Germaine Berton par la parole, verbalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est arrivée armée en poussant des hurlements, mais c'est l'autre qui l'a agressée verbalement. Exactement. Ce qui méritait un coup de fusil. Exactement. Et Aragon a quand même, du coup, alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme en plus petit quelque chose à la Zola, à la J'accuse. Tout le milieu anarchiste s'est mobilisé, donc lui a payé cet avocat très connu, parce que c'était vraiment une pauvre fille qui avait pas beaucoup d'argent, pour la défendre. Et alors, Louis a créé un crime de sang-froid qui mérite qu'on se mobilise pour. Exactement. Et donc toute la littérature anarchiste de l'époque est montée au créneau et on a fait des unes de journal. Et alors Louis Aragon s'est piqué d'une petite phrase qui est quand même assez incroyable. En mars 1923, il a écrit un individu peut recourir aux moyens terroristes, en particulier au meurtre, pour sauvegarder au risque de tout perdre ce qui lui paraît, à tort ou à raison, précieux au-delà de tout au monde. C'est-à-dire, j'ai des bonnes raisons, je peux tuer, quoi. Bah oui, que j'ai tort, parce que c'est ma sensation. Je le ressens comme ça. C'est mon ressenti. Moi, je sentais que j'avais raison. Ça me donne le droit d'assassiner un père de famille. Bah voilà, et que ensuite on fasse de moi une pauvre femme présumée coupable, qui va être mise en prison simplement parce qu'elle est une femme. C'est ça. Voilà. Et je savais que Germaine Berton a fini ensuite en hôpital psychiatrique et qu'elle a fait de nombreuses tentatives de suicide avant de réussir à se suicider. Donc elle a été acquittée. Elle a été acquittée. Je veux dire, c'est dingue. Donc présenter cette femme comme une victime de préjugés anti-féminins, c'est quand même un petit peu un contresens, non ? Exactement. Et surtout, tout ce que je viens de vous dire là, je suis rentrée, j'ai regardé un peu, parce que ça nous est pas expliqué, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de présenter un archétype de femme libre, de femme qui va tuer un innocent pour ses idées politiques au nom de raisons, on ne sait pas, mais elle le sentait comme ça. Elle le sentait, c'est ça, exactement. Donc c'est complètement fou. Et ensuite, à la fin, la dernière salle, il faut reconnaître que je trouvais que c'était la seule qui avait un petit peu de sens et qui était plutôt moins mauvaise que les autres, c'était les femmes tondues à la Libération. Parce que là, il y avait quand même une vraie réflexion sur
voilà, les femmes tondues par rapport à ce que ça représente, parce que c'était quand même les femmes tondues à la Libération, c'était un acte symbolique très fort, une purge. Là, on peut peut-être parler, voilà, de symbolisme, de ce que ça représentait, mais parce qu'il y a eu un livre qui a été fait, sur cette exposition présumée coupable aux éditions de l'Iconoclaste, qui est préfacé par Elisabeth Badinter, Oui, voilà, et dedans qui soutre du fait qu'il faut quand même voir que 26% des gens qui ont été, des Français qui ont été victimes de l'épuration étaient des femmes, et que c'était notamment les tondus. Alors l'épuration, ça a été tellement horrible que je veux dire, quitte à passer dans l'épuration, je pense que le fait d'être tondu, c'était quand même pas le pire par rapport à ce qu'on a fait aux hommes qui voilà, tués par les résistants de la dernière heure, des règlements de compte de paysans notamment, tu sais, parce qu'il y avait la clôture qui dépassait depuis des années. Enfin, ça a été ignoble, l'épuration, les communistes. Enfin, je veux dire, c'est une histoire absolument. Donc quelque part, voilà, se faire tondre à la Libération, c'était peut-être pas le. C'est certainement pas ce qui a été fait de pire. Mais bon, c'était la seule salle qui était quand même intéressante, parce qu'il y avait une réflexion sur... Parce que ça a quand même été ignoble, je veux dire, les prostituées qui se sont fait tondre. Enfin, je veux dire, prostituée, c'est une prostituée, malheureusement, vous voyez, elle a couché avec des Allemands. Bah oui, mais enfin bon... Alors, je voudrais faire ici une réflexion frappée au coin du bon sens que me répétait ma mère, qui avait une sainte horreur de ces spectacles qu'elle a vu défiler dans Reims. Elle dit, on voyait des pauvres filles qui étaient dénudées à moitié, humiliées, on leur peignait en noir des croix gammées sur les seins, on les tondait. Ma mère était indignée de ces affaires de tondu. Et elle disait pourquoi? Parce qu'elles avaient couché avec des Allemands alors qu'elles étaient prostituées, mais le bougna qui leur avait vendu son charbon, on ne l'a pas tendu. Donc voilà, ma mère m'avait donné une sainte horreur de ce qu'avait été ce spectacle d'humiliation. Mais effectivement, quand on regarde cette partie-là de l'exposition, il y a vraiment un intérêt à comprendre que c'est en fait une espèce de catharsis collective qui a consisté, par un acte symbolique et par des humiliations certainement violentes, à malgré tout, sans violence, c'est-à-dire sans exaction irréversible, ce qui n'a pas été le cas pour tous les malheureux qui sont passés sous les couteaux et les instruments de supplice des autres, une façon d'apaiser la colère populaire. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est au détriment des femmes, mais finalement sans les tuer, quoi. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, qui avait quand même vu passer des années d'atrocités. Ce qui était intéressant en plus, c'est qu'on a beaucoup de documents iconographiques, c'est-à-dire que ça a été filmé. Il y a beaucoup d'endroits où ça a été filmé. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'endroits où ça a été filmé par des Anglais et des GIs. Donc je me demande d'ailleurs comment se fait-il que, alors à moins qu'ils avaient le matériel, mais apparemment les Anglais et les Américains ont beaucoup filmé, on n'expliquait pas bien pourquoi. Alors on voit des filles se faire tondre, elles pleurent, elles se cachent le visage. Il y en a, elles font des doigts d'honneur, elles tirent la langue, elles rigolent, elles se marrent, elles leur disent attends mon tonton, je t'attends au tournant. C'est ça, on en voit, elles sont pas toutes. Voilà, exactement. Elles sont toutes certainement humiliées, mais elles ne sont pas toutes effondrées, elles sont pas toutes dévastées par la chose. Il y en a vraiment qui prennent ça avec beaucoup de courage, à la fois de courage et puis un air crâne, l'air de dire. On vous retrouvera. Ouais, c'est ça. Vous ne me faites pas peur, vous n'aurez pas. Vous me faites pas peur. Voilà. Vous aurez mes cheveux, vous n'aurez pas mon âme. Exactement. C'est vraiment la partie de l'expo qui était d'ailleurs la plus petite, la plus réduite, et c'était peut-être la plus intéressante. Alors c'est là où il y avait le plus d'iconographie, parce qu'il y avait même des films en noir et blanc. Ouais. Et alors, en fait, tout ça, cette exposition n'a aucun intérêt. Je veux dire, on sort de là, on n'a rien appris. Si, voilà, moi j'avais gratté dans mon carnet 2-3 noms, et quand je suis rentrée, j'ai regardé à quoi ça faisait référence, c'est-à-dire après, mais quelqu'un de lambda qui va là, il apprend rien, et j'ai vu sur la fiche que, évidemment, on peut y emmener les scolaires, hein, donc c'est-à-dire qu'un professeur peut y aller avec sa classe, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et alors, pour les enfants, il nous écrit la fiche, hein, c'est sur le site des Archives nationales, afin d'éclairer notre questionnement contemporain sur les préjugés sexistes. Et nous y voilà, les préjugés sexistes. Les élèves font une lecture critique des documents exposés. Alors déjà, les documents exposés avec une seule ligne, parce qu'on n'a pas la traduction totale, bon pourquoi pas. Les élèves... Ils découvrent la permanence de l'imaginaire et des stéréotypes qui entourent 5 archétypes de femmes jugées au cours de l'histoire. Alors faire découvrir aux gamins de 5e ou de 4e la permanence de l'imaginaire des stéréotypes,
En français, ça se dit comment? C'est quand même... C'est du jargon. On comprend pas, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire... Qu'est-ce que ça veut On fait dire pas réfléchir les enfants sur l'histoire, on leur fait pas réfléchir sur des faits. On leur donne pas des faits avec des dates, on avec leur des noms, raconte avec pas, des voilà, choses l'histoire des tondus de la Libération, l'histoire des sorcières ou des procès en sorcellerie. On leur fait réfléchir sur, voilà, sur la comment... permanence du stéréotype. L'imaginaire, comment ça s'organise, les représentations. Sur le petit fascicule, vous aviez une représentation, on voit une religieuse qui passe derrière des femmes qui travaillent, qui sont enchaînées. Ça a l'air ignoble et c'est un dessin de l'Assiette au beurre qui était le journal ultra-anarchiste, anti-catholique, anticlérical de la fin du 19e, du début du 20e. Je veux dire, c'est pas une source. Enfin, c'est un dessin, c'est une caricature. Donc, je voudrais savoir dans quel endroit C'est un article de propagande. Oui, c'est exactement. Donc c'est complètement, enfin, en plus tout. Mais c'est vrai que les enfants à qui on n'aura rien dit, ils vont venir en disant oui, on voyait des pauvres filles qui étaient enchaînées avec des bonnes sœurs qui les martyrisaient. Ah bah oui, c'était dans l'assiette au beurre. Mais de toute façon, sans mise en perspective, on n'enseigne rien. Je veux dire, c'est ridicule. Tout c'est de la ça propagande baigne débile. dans ce jargon qu'on comprend rien. Enfin, ça m'a fait un peu rire quand j'ai regardé. Donc, c'est Pierre Fournier, le conservateur général du patrimoine, qui signe le livre et qui signe l'exposition. Et sur sa fiche aux Archives nationales où on explique qui il a fait l'école des Chartes. Enfin, voilà, on nous dit. Ces thèmes de travail, c'est le pilotage de l'action culturelle et éducative, très bien. La valorisation des espaces classés. Conception et réalisation d'expositions temporaires et de parcours permanents et dynamiques sur l'histoire. Ça faisait longtemps. Si c'est pas dynamique, ça marche. Voilà, non, mais c'est complètement abscon, abstrait. Enfin, on sait rien. Donc voilà, il y a des choses qu'on pourrait dire sur ces sujets-là. On pourrait en expliquer. Exactement. On prendrait par exemple un procès soit d'une personnalité qui a été médiatique en son temps ou simplement d'une inconnue. Dans les archives, il y a des tas de choses. On pourrait exhumer un dossier, deux dossiers, expliquer, montrer les tenants, les aboutissants, rien. Voilà, donc du coup, voilà. Ça n'apprend rien. Et du coup, en préparant, j'ai regardé un peu qui avait participé à cette exposition. Donc en présidence d'honneur, on a la fameuse Elisabeth Badinter. Et en commissaire, par exemple, on a Fanny Bunion, d'accord, docteur avec un E, en histoire, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2. Donc du coup, je regarde ces thèmes de recherche. Donc c'est une dame qui a travaillé sur l'histoire des femmes et du genre, l'imaginaire autour du crime, la citoyenneté, les élections, voilà. Et alors, elle a participé à des colloques et à des journées d'études. Mais je veux dire, je pense que je pourrais aller sur les différents sites universitaires, prendre les colloques et les journées d'études, les lire, et ça ferait un spectacle comique d'1h30. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'inventer, on voudrait faire un sketch, on n'y arriverait pas. Subjectivation et rapport de domination, repenser les modalités d'émancipation à travers le thème de la violence des femmes, séminaire doctoral donné par machin truc, genre et recherche. Non mais attends, subjectivation. Et c'est en histoire, ça ? C'est en histoire. Voilà. C'est en histoire, c'est de l'histoire. Ils vont repenser les modalités d'émancipation dans des espaces dynamiques. Dans des espaces dynamiques. Et pourquoi pas ? Absolument dynamiques. Voilà, avec il y a ça, il y en avait une, il y a pareil aussi. Ça parle du genre aussi, hein. Toujours, on aurait pu s'y arrêter. Le genre, c'est quoi le genre ? C'est une invention récente, c'est une construction totalement idéologique. On peut pas faire de l'histoire sur le genre, c'est pas possible. C'est pas possible. Le genre, c'est un parti pris totalement idéologique, c'est une construction qui est relativement récente. Il n'y a aucune validation par quelque scientifique que ce soit cette théorie. Et on fait de l'histoire du genre maintenant. Avec des spécialisations du genre. Ça n'a pas de sens. Des phrases qui étaient géniales, parce qu'à un moment, le parti pris qui était intéressant, c'était de dire, dans tous les crimes et dans les populations carcérales du monde entier, on a une surreprésentation d'hommes. C'est-à-dire que les hommes sont plus criminels que les femmes. À part certains crimes où il semble qu'il y ait plus de femmes. Donc comme il y a plus de femmes, ça devient un archétype. Et notamment l'infanticide. Et il s'étonne que dans le crime d'infanticide, effectivement, il y a plus de femmes. C'est-à-dire que les types, il faudrait leur dire que nous sommes des mammifères placentaires et que la gestation est totalement dans le corps de la femme et que c'est elle qui met au monde l'enfant. Vous voyez, donc du coup, il y a plus de femmes dans les infanticides. C'est un stéréotype de genre. C'est un stéréotype de genre. Ouais, tout à fait. Et alors ça tournait. C'était vraiment morbide parce que du coup, ça tournait autour du genre et ça tournait autour du crime. Et donc, du coup, le deuxième commissaire d'exposition, c'est Michel Porret, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Genève. Et il a fait une thèse. J'ai beaucoup aimé le titre aussi. Le crime et ses circonstances, bon, très bien, de l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières. Discours, représentation, pratique.
C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas sur les procès. Ce sont des gens... Je travaille sur la représentation qui tire des procès. Mais comment on fait de l'histoire avec ça? Sur quoi on s'appuie? C'est pour ne plus faire de l'histoire. C'est pour devenir politiquement correct. Et donc du coup, on s'interroge sur les subjectivités, on s'interroge sur la manière dont on perçoit. C'est l'intelligence devenue folle. Et donc là, je pense que c'est Michel de Corte ou de Corté qui a vraiment bien expliqué ça dans un livre qui est aujourd'hui complètement introuvable, qui explique que mais qu'on a trouvé. L'intelligence se nourrit du réel, c'est-à-dire que et le piège du concept. Une intelligence, pour comprendre le réel, il faut qu'elle conceptualise, pour pouvoir en dire quelque chose. Et la vitalité, la vraie intelligence, c'est de toujours être en train de conceptualiser, revenir à la réalité pour voir si ça fonctionne, reprendre toutes les données du réel, refaire un concept. Et comme ça, c'est un cercle. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réfléchit. L'intelligence qui devient folle, elle crée un concept et d'un coup la courroie qui la relie au réel se détache. Elle est dans son concept qui produit du concept, dans du concept pour du concept. Ça s'éloigne complètement de la réalité. Et il y a quand même un moment où, rattrapé par cette impossibilité, ce fait qu'on a inventé des... il faut que la réalité rejoigne ce qu'on en a inventé. Et donc du coup, on est dans le délire absolu du genre. On est dans le délire absolu de toutes les utopies du 19e et du 20e siècle. Les utopies de la Révolution française. Exactement. Il fallait que le peuple rentre dans ce qu'on attendait de lui. S'il ne rentrait pas, il fallait le massacrer. Et ben voilà, parce qu'il y a un moment, le concept qui s'est détaché du réel a absolument besoin de refaire coller. Il y a un moment, il faut que, sinon on devient fou. Et du coup, quand le réel ne convient pas, on change. Voilà. Et donc on va couper dans le réel. Et donc les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. On peut changer de sexe. Les enfants ont des fantasmes sexuels dès l'âge de 3 ans. Voilà, etc. Exactement. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de ce goût-là. J'ai essayé d'écouter l'émission de France Culture qui a été où les 3 commissaires d'exposition étaient là. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Vraiment, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Il y a l'homme qui est là, Fournier, qui est assez professionnel, qui parle. Il y en a une, j'ai pas noté son nom là, qui est complètement hystérique à chaque fois qu'on lui pose une question, qui monte sur ses grands chevaux, qui travaille sur les représentations et les questions qu'on se pose à travers pour le futur. J'étais là, c'est inécoutable. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui auront le courage d'aller jusqu'au bout. C'est complètement creux, c'est complètement faux, c'est complètement artificiel en fait. Et je trouve que de plus en plus ça se voit. Vraiment. Mais c'est ce qui fait que l'histoire a tellement mauvaise presse, c'est ce qui fait mon petit succès, c'est que moi quand je raconte de l'histoire, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quand ça, quel jour, quelle est la source, qui, quoi, quand, comment ou combien, c'est de l'information, voilà. C'est tout. Donc tout ce qui sort de là, ça n'est pas de l'histoire. Et ça n'intéresse pas le public surtout. Exactement. Et donc je pense qu'on pourrait finir sur le fait que vous êtes à Paris, vous êtes dans l'hôtel de Soubise, donc c'est dans le Marais, c'est là où il y a les archives. Avant 1700. C'est là où on travaille, Ouais. C'est là où on travaille. C'est aux archives que nous trouvons tout ce qu'il y a à trouver. C'est avant 1789. Le lieu est authentique. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est les archives avant 1789, c'est tout ce qui concerne la période moderne et médiévale. Donc on a des milliers, des millions de documents à disposition et c'est ça qu'on fait comme... c'est-à-dire qu'on sort les documents, En plus je me dis, c'est pour cette exposition, on a fait venir des paléographes qui ont fait les traductions, qui ont préparé, et ensuite on fait venir les gamins pour qu'ils réfléchissent sur les stéréotypes de genre et la représentation à travers le temps, au lieu de les faire travailler sur le document. Et de leur faire croire que les femmes étaient condamnées parce qu'elles étaient présumées coupables, parce que c'est quand même l'alpha et l'oméga de cette exposition. Avec évidemment, en plus c'est intéressant parce qu'ils faisaient venir des enfants de classe de collège avec des représentations de sorcières à moitié nues, soumises au supplice de l'eau, dans une ambiance quand même assez morbide parce que c'est sur le crime, donc c'est ou des représentations de femmes qui sont en train de noyer leur bébé par rapport à la vision qu'on avait, et alors on fait défiler les classes à l'intérieur. C'est quand même d'un très très bon goût. Je trouve que et donc sortir les archives pour ça, pour dire rien, pour brasser du vent sur en plus une idéologie complètement stupide. Et s'il y a surreprésentation des femmes dans certains crimes, c'est bien parce qu'elles les commettent. Enfin, je veux dire, il y a un moment, les filles qui sont arrêtées pour infanticide, elles sont toutes coupables. Elles sont toutes coupables. Alors, et à chaque fois, c'est toujours, oui, mais c'est la nécessité,
comment on appelle ça, le fait qu'elle se soit retrouvée enceinte, que ça pouvait être un viol, qu'elle pouvait être d'éphémère. Je veux dire, oui, non, mais attends, il y a toujours une bonne raison pour commettre un crime. Je veux dire, à part le fou, je veux dire, le crime a toujours une raison. On ne commet pas un crime comme ça. Donc évidemment qu'il y a toujours des bonnes raisons pour l'infanticide. C'est évident. Mais je veux dire, dans ce cas-là, tu avais une bonne raison pour tuer, on en revient à Aragon, donc ça te donne le droit. Voilà, t'as bien le droit. Voilà, donc maintenant on va les crimes passionnels, les crimes pour jalousie, les crimes de revanche. Je me suis sentie à l'intérieur, donc j'ai le droit de tuer. Non mais c'est extrêmement grave. Ça va au-delà du genre, c'est la justification du crime. C'est la justification du crime. Ouais, exactement. Parce que moi je le sentais comme ça, quoi. Voilà, on a toujours une bonne raison de faire le mal. Le ravage du féminisme, suite et pas encore fin. Exactement. Nous reviendrons.